Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ce deuxième épisode de Parlons peu, parlons Rust. Maintenant qu'on a installé Rust, on va pouvoir ouvrir notre IDE favori et on va pouvoir commencer à éditer le code et voir comment il réagit. Quand je dis IDE favori, ça dépend vraiment de chacun. Moi je vais utiliser Visual Studio Code, le lien sera dans la description, mais vous pouvez vraiment utiliser celui que vous avez l'habitude d'utiliser bien sûr. Tout ce qu'on va faire dans cette série va être faisable, quel que soit votre IDE. Alors si vous venez de débarquer sur la deuxième vidéo directement et que vous n'avez pas encore installé Rust, ça se passe dans la première vidéo, le lien est également dans la description. Alors si vous avez vu la première vidéo, et si vous vous souvenez bien, on avait réussi à afficher le Hello World dans la console. Mais il y a pas mal d'autres choses qu'on va pouvoir afficher dans cette console, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler des types qu'on appelle primitifs. Alors quand je dis primitifs, ça n'a rien à voir avec des gens que vous allez croiser, surtout dans le contexte actuel. C'est plutôt des types de base que Rust expose, sur lesquels on va pouvoir faire des opérations relativement simples et qu'on va surtout pouvoir combiner par la suite. Avant de commencer à déclarer et à assigner des variables, on va parler un petit peu de mémoire et de représentation de la donnée. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu Matrix ou qui ne le savent pas encore, la donnée est représentée avec des 1 et des 0 dans un ordinateur. Il s'agit de la base 2, autrement appelée le système binaire. 1 et 0 peuvent être représentés de plein de façons. Le courant passe ou il ne passe pas, un verre est plein ou il est vide, une porte est ouverte ou fermée. Ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement au système décimal où nous avons 10 représentations possibles de 0 à 9, ici nous n'en avons que 2, le 0 et le 1. Mais de la même manière que ça ne nous empêche pas de représenter des nombres supérieurs à 9 en base 10, rien ne nous empêche de représenter des nombres supérieurs à 1 en base 2. Si je veux par exemple représenter le chiffre 77 en base 10, je mets côte à côte 2 fois le numéro 7. De la même manière, en base 2, je vais pouvoir représenter par une suite de numéros n'importe quel nombre. Alors on ne va pas rentrer davantage dans les détails sur comment passer d'une base à l'autre et quelles sont les bases disponibles, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans le système décimal, par exemple, avec 2 chiffres, je peux exprimer 100 valeurs, de 0 à 99, alors que dans le système binaire, avec 2 chiffres, je vais pouvoir exprimer 4 valeurs différentes, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Alors vous vous demandez sans doute où est-ce que j'essaye de vous emmener, mais vous inquiétez pas, on n'est pas très loin. L'unité de stockage est le bit, c'est donc un emplacement qui peut valoir 0 ou 1, et l'autre unité qui est pas mal utilisée également, c'est l'octet, qui se dit byte, avec un Y, en anglais, et qui représente une suite de 8 bits. Une valeur qui peut aller donc de 00000000 à 1111 1111. Quand vous achetez en magasin de la mémoire vive, de la RAM par exemple, de 4 Go, il s'agit en fait de 4 gigaoctets, soit 4 fois 8 milliards de petits emplacements pour stocker des 0 ou des 1. Et quand vous achetez un disque dur de 1 Teraoctet, il s'agit de 1000 fois 8 milliards de petits emplacements où stocker des 0 et des 1. Ça en fait des sabords. Alors en fonction du nombre et de la nature des données qu'on souhaite stocker, on va avoir besoin de plus ou moins de place dans la mémoire. Afin de ne pas en gaspiller, Rust va nous proposer beaucoup de types primitifs, prenant plus ou moins de place. On va voir lesquels, ainsi que leur taille. Alors pour bien comprendre ce qui se passe au niveau de nos variables et dans la mémoire, on va tricher un petit peu et utiliser 2 choses qu'on n'a pas encore vues, mais sur lesquelles je reviendrai bientôt. On va d'abord utiliser une fonction qui fait partie de la librairie standard, qui s'appelle sizeOfVal. Alors pour la syntaxe, on reviendra plus tard. Ce qui est important, c'est de savoir que cette fonction-là, comme la documentation l'indique, elle renvoie la taille qui est prise dans la mémoire par la valeur. Et on va utiliser dbg, qui veut dire debug, qui me permet d'afficher le contenu d'une variable. On va prendre un exemple très simple en regardant le premier type que l'on va évaluer. Pour déclarer une variable, je dois utiliser le mot-clé let, lui donner un nom, lui donner de manière optionnelle un type et l'assigner. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Le mot-clé let permet de déclarer une variable. Le égal permet de l'assigner, c'est-à-dire de prendre la valeur qui est à la droite et de l'attribuer à ce nom, ma variable.
Et la troisième partie, c'est cette syntaxe-là avec les deux points qui me permet d'être explicite dans ma façon de typer une variable. Vous voyez, j'ai enlevé ce petit passage et mon IDE qui est très intelligent, enfin Rust Analyzer qui est très intelligent, on reviendra là-dessus par la suite, lui a automatiquement inféré le type booléen. Moi je vais être très explicite pour l'instant, donc je mets ma variable de type bool égale true. Je vais faire un DBG de ma variable et je vais même faire un DBG de la taille de ma variable. Size of val, ma variable. Qu'est-ce que veut dire ce et? On verra ça très bientôt dans une autre vidéo. On va essayer de lancer ça. Ma variable vaut true et sa taille c'est 1. On va reprendre la documentation. Sa taille c'est 1 octet. On a vu notre premier type. On va pouvoir s'attaquer à une autre sorte de type qui sont les entiers. Les entiers se représentent différemment dans la mémoire selon la valeur qu'ils représentent et selon comment on veut l'interpréter. Je m'explique. Le premier type d'entier qu'on va pouvoir regarder, c'est un U8. Alors, comme tout à l'heure, je peux faire let ma variable de type U8 égale 42. Cargo run. Ma variable vaut bien 42 et sa taille c'est 1 octet. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce U? Et pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas number? Le U veut dire unsigned. Unsigned, ça veut dire qu'il n'y a pas de signe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus ou de moins devant et que ça représente que des entiers positifs. On va voir ça très très vite en faisant toujours un petit DBG. U8, je vais aller chercher la valeur max. Et je vais aller chercher la valeur min. On sauvegarde. On run. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la valeur max de U8, c'est 255, et que la valeur min de U8, c'est 0. Si vous avez bien suivi ce qui se passe ici, dans un octet, soit 8 bits, on ne peut représenter que 256 valeurs. 256 valeurs, ça veut dire que la valeur minimum, si c'est 0, la valeur maximum, c'est 255. On va voir si vous avez suivi. Si je remplace ça par un i, ce qui veut dire un entier signé, à votre avis, quelle est la valeur minimum et quelle est la valeur maximum que je peux représenter dans l'unit? On va aller voir ça très très vite. C'est parti. La valeur maximum représentée par un i8, c'est 127. Et la valeur minimum, c'est moins 128. Si vous avez bien suivi, vous êtes peut-être capable de comprendre pourquoi. La raison est relativement simple. Sur ces 8 valeurs, on va prendre la première valeur pour lui attribuer un signe. Admettons que si par exemple c'est 0, le nombre est positif, et si c'est 1, le nombre est négatif. Mais ça ne nous laisse plus que 7 valeurs pour travailler et pour représenter des nombres. On se retrouve donc dans une situation où on peut aller de 0 à 127. Le maximum représentable sur 7 bits, c'est donc 127. Et le minimum, c'est 0. Maintenant qu'on a vu les entiers signés et non signés, on va aller travailler sur leur taille. Les tailles que Rust nous fournit par défaut vont de 8, 16, 32, 64 à 128. Je peux donc déclarer un U16, un U32, un U64 et un U128. On va pas tous les voir parce que c'est le même principe, mais je pense que vous comprenez maintenant la différence, la représentation en mémoire et la place que ça va prendre. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous savez que vous n'allez pas travailler avec des variables immenses, vous pouvez les stocker dans des types plus petits. Et si vous savez que vous ne devez travailler qu'avec des nombres positifs, alors utilisez des types non signés. D'accord, nous avons donc vu les entiers signés, les entiers non signés, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vu, ce sont les nombres à virgule. Un nombre à virgule, je le déclare avec un séparateur. Vous voyez que par défaut là, Rust il a été relativement intelligent, il a essayé de me stocker mon 42,5 dans un F64. Il faut savoir que je peux le stocker dans un F32 ou dans un F64. Un F32, vous l'aurez deviné, c'est un nombre à virgule flottante stocké dans 32 bits, et un F64,
qui a donc une plus grande précision. C'est un nombre à virgule flottante stocké dans 64 bits. Je vous laisse bidouiller un petit peu le code de votre côté. N'hésitez pas, et vous pouvez découvrir la liste exacte de tous les types disponibles en allant sur la documentation officielle de Rust. Le lien est bien entendu dans la description. Il y a quand même un truc que je vous ai pas encore montré et que je voudrais vous montrer avant de passer à la suite. C'est le caractère. Le caractère qui est exprimé en simple quote, que vous voyez ici, me permet d'exprimer des lettres ou tout ce qui est un caractère Unicode. Je pense notamment aux emojis ou ce genre de choses. Si vous voulez vous renseigner sur ce qu'est l'encodage et donc Unicode, je vous laisse un lien dans la description. Ok, on y est presque. Encore quelques primitives et on est bon. Ce qu'on va voir maintenant, ce ne sont pas vraiment des types primitifs, mais en fait des combinateurs. Quelque chose qui nous permet d'en faire une collection. On va reprendre notre exemple du char pour en faire autre chose qu'on a déjà vu précédemment en fait. Il s'agit du ESTR. Le ESTR, qui s'appelle une string slice, c'est une primitive qui permet de garder une collection de caractères. Et il est écrit que les string slice sont toujours de l'UTF-8 valide. Si vous voulez bien comprendre ce que c'est, lisez l'article de blog qui est dans la description. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que les strings et les chaînes de caractères sur lesquelles on va travailler en Rust sont toujours en UTF-8. Et ce sera quand même vachement pratique. Étant donné qu'il y a un petit et ici, je vais l'enlever du size off et on va lancer. Alors là, on est sur quelque chose qui fait 12 en taille. Alors qu'est-ce que c'est que ce 12? Est-ce qu'il y a 12 caractères? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est plutôt pas mal. Donc apparemment, un caractère ferait 1 byte et notre string complète ferait 12 bytes. Maintenant qu'on a vu les string slice, on va pouvoir voir deux autres types intéressants et un cas particulier. Un autre type qui va être très utile, c'est la référence vers une slice, tout court. Je vais en créer une qui sera une référence vers un tableau de booléen qui vaudra, admettons, true, false, false, true. Il faut une référence. On va mettre une référence. Je reviendrai bien sûr sur les pointeurs et les références plus tard, mais c'est un concept un petit peu plus avancé. Donc je préfère qu'on soit bien à l'aise avec les types de base avant de commencer. Alors vous voyez qu'en debug, ma variable vaut bien true, false, false, true, et que sa taille c'est 4. Si vous vous rappelez bien, size of val de ça valait 1. Ça a l'air plutôt logique qu'un tableau de 4 trucs qui prennent 1 byte en espace, ça en fasse 4. Un autre type très intéressant que je voudrais vous présenter, c'est le tuple. Le tuple peut avoir une taille variable, un peu comme le tableau, sauf qu'on peut y mettre des types différents. Je peux par exemple créer un tuple qui va contenir un booléen, un entier sur 8 bytes non signé, et admettons un caractère. Et je peux le créer de cette manière-là. True, 42, et C, pourquoi pas. Essayer de lancer le programme. Et je me fais gronder parce que j'avais enlevé la référence tout à l'heure. Voilà, ma variable vaut true, 42, et C. La dernière chose que je veux vous montrer avec ça, c'est qu'il y a un type bien particulier qui est un tuple vide, aussi appelé l'unité. Alors l'unité, c'est très particulier, on s'en servira bien par la suite. C'est du vide, et ce qui est assez fou, on le verra par la suite, c'est que sa taille, c'est 0 bytes. Ok, maintenant qu'on a une petite idée de comment fonctionne la mémoire, on va pouvoir essayer de jouer avec et de la faire travailler. On va déclarer des variables, les assigner et les modifier. C'est ce qu'on va voir. Comme on l'a vu précédemment, je peux déclarer une variable. Je peux également l'assigner à une autre variable. Et
je peux également faire muter les variables. Mais ce qu'il faut savoir quand je fais muter une variable, c'est que j'en change la valeur. Mais je ne peux pas faire ça dans n'importe quelle circonstance. Par exemple, si je tape maintenant ma deuxième variable égale, admettons 16, et que j'essaie de compiler, ça ne va pas marcher. Et je me fais gronder par Rust, car il me dit que ma variable n'a pas été déclarée comme mutable par la suite. Il faut absolument que ma variable soit mutable lors de sa déclaration pour que je puisse la faire changer. Et là, ça fonctionne. Si je n'ai pas déclaré une variable mutable, elle ne l'est pas et je ne pourrai pas en changer la valeur une fois que je l'ai assignée. Ok, dans cette vidéo, on a vu quand même pas mal de choses. On a vu comment fonctionne la mémoire, comment est-ce qu'on peut jouer avec, et surtout les types de bases que Rust expose pour qu'on puisse le faire. On a appris à déclarer des variables, à les assigner, et à les modifier, mais surtout qu'il faut qu'elles soient modifiables pour qu'on puisse le faire. Et ça, c'est très important. Bon, il n'y a pas de raison que la mémoire soit la seule à travailler dans notre ordinateur. Dans l'épisode prochain, on va apprendre à faire travailler notre processeur. On va lui faire faire toutes sortes d'opérations, on va lui faire faire de l'exécution conditionnelle avec un if, on va lui apprendre à faire des boucles pour tourner en rond, et sauter de droite à gauche grâce à des fonctions. Alors comme d'habitude, bien sûr, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Et s'il ne vous a pas plu, mettez un pouce vers le bas et surtout commentez pour me dire comment améliorer la vidéo prochaine. On va voir des choses de plus en plus intéressantes. Alors si vous ne voulez pas en rater une miette, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez discuter avec moi, retrouvez-moi sur Twitch ou sur Twitter. Je suis très actif sur Twitter. Les liens sont dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour parler peu, parler Rust.